Et coucou YouTube, on se retrouve comme d'habitude pour la fameuse vidéo des sorties poche. Alors ce mois-ci ça a été un peu différent de d'habitude, puisque d'habitude je fais avant-dernier dimanche du mois sortie poche, dernier dimanche du mois sortie grand format. Mais là, comme il y a Noël et le jour de l'an, il n'y a ni le dernier dimanche du mois, ni l'avant-dernier dimanche du mois qui sont disponibles. Donc du coup, j'ai dû faire, je voulais que les sorties grand format soient sur un dimanche parce que c'est là où j'ai le plus de monde. Donc j'ai fait les sorties, d'abord les sorties grand format et ensuite j'ai fait les sorties poche. Je fais les sorties poche aujourd'hui, un jeudi, c'est exceptionnel. Mais sachant qu'il y en a quand même pas mal. Voilà, il y en a quand même beaucoup. On a eu 33 sorties grand format. Et maintenant, on a 33 sorties poche. Enfin, on a. Moi, en tout cas, j'ai sélectionné, quoi. Salut Martine. Donc, comme d'habitude, je suis en live, évidemment. Et bah, écoutez, je vous propose d'attaquer directement. Alors, hop, on va se mettre là. Donc évidemment, comme d'hab, c'est subjectif, c'est mes choix à moi. Il y a certaines sorties que j'ai déjà lues en grand format ou que j'ai déjà dans ma palle en grand format, mais je vous les ai mises quand même, parce que soit parce qu'elles m'ont plu et que je vous les recommande, soit parce que j'ai quand même envie de les lire. Je les achèterai pas en poche du coup, mais voilà. Donc, évidemment, qui dit sortie poche de janvier dit en général des livres qui sont sortis en grand format, soit sur la rentrée littéraire d'hiver de l'an dernier, soit sur la rentrée littéraire de septembre d'avant. Du coup, ce qui fait qu'il y a une grosse majorité de contemporains, parce que c'est ça qui domine en général les rentrées littéraires, qu'elles soient de septembre ou d'hiver. Et ouais, et en plus, par contre, voilà. Alors au niveau des genres, c'est pas très diversifié. Alors cela dit, contemporain, j'ai compté aussi les romans noirs, hein, donc il y a quand même un peu de tout dans le contemporain. Et par contre, il y a beaucoup de diversité au niveau des pays. Ouais, dans ma sélection, ouais, on a pas mal de pays différents, donc ça c'est cool. Voilà, j'allais dire pas d'asiatique, si, puisqu'il y a les mangas. Il y a les mangas, il y a un manoir, mais il n'y a pas de roman, il n'y a pas de roman asiatique, ouais, dommage, mais bon, c'est comme ça. Allez, ben, je vous propose d'attaquer direct. Un manoir, c'est un manga coréen. Oui, c'est vrai, tu fais bien de poser la question. Voilà. Coucou Anne-Gaëlle, j'espère que tu vas bien, et bisous Michel. Ah, tu vas te coucher plus tôt, j'imagine que c'est parce que tu es malade. Ben, prends soin de toi en tout cas, Michel. Soigne-toi bien, repose-toi bien. Et reviens-nous en forme. Bonne nuit, bisous. Allez, c'est parti, j'attaque avec le premier que je n'ai pas vu passer en grand format. Il y en a quelques-uns comme ça. J'étais étonnée à chaque fois. Je n'ai pas vu en grand format celui-là, comment se fait-ce? Bass Rock de Heavy Wild, donc qui sortira le 3 janvier aux éditions Actes Sud dans leur collection poche, donc Babel. Donc là, en fait, on est dans une saga. Alors, il va y en avoir quelques-uns des comme ça. Je sais pas, c'est un peu, j'allais dire, c'est un peu la mode, je sais pas, mais où on suit des générations de femmes, des destins de femmes. Voilà, et donc là, en fait, on va suivre 3 femmes liées à un même territoire. Donc c'est le territoire de North Berwick qui est sur la côte écossaise. Alors l'autrice Evie Wilde, il faut savoir qu'elle est australienne d'origine et qu'elle vit maintenant en Angleterre. Et là, son livre, il se passe en Écosse. Voilà, c'est éclectique. Ah, tu l'avais repéré? Et donc voilà, petite ville de la côte écossaise qui fait face à l'îlot de Bass Rock, d'où le titre du livre. Et l'îlot de Bass Rock, il est peuplé de colonies de fous de bassin. Et du coup, voilà, on va suivre ces femmes qui vivent là, et il se trouve que ce sont des femmes qui ont vécu, elles ont le point commun d'avoir vécu la violence des hommes, mais de s'être affranchies de cette violence, en fait, d'avoir fait preuve de résilience. Merci Martine pour ton abonnement, merci beaucoup. Coucou Steph, j'espère que tu vas bien. Et du coup, voilà, elles sont indépendantes et on va suivre un peu leurs histoires.
Et donc la petite phrase là d'accroche, c'est « Et si toutes les femmes assassinées par des hommes au cours de l'histoire devenaient visibles à nos yeux, toutes ensemble, si on les voyait toutes étendues par terre, si on pouvait projeter un hologramme de tout leur corps aux endroits où elles ont été tuées ?» Point d'interrogation. Voilà. Donc oui, ça serait nettement impressionnant, oui, c'est sûr. Donc voilà pour celui-ci qui m'interpelle un petit peu. Ensuite, voilà, j'essaye de pas trop m'étaler, hein, parce que comme il y a 33 sorties. Donc celui-là, par contre, je l'avais vu passer en grand format. 10 ans, Noces de sang d'Alice Finney, qui sortira chez Hauteville, donc dans leur collection poche. Toujours le 3 janvier, il y a une petite vague encore le 3 janvier, une autre le 4. Donc là, en fait, on suit Adam et Amelia, qui sont un couple marié depuis 10 ans. Adam, il a... Le problème, c'est que Adam, il a privilégié sa carrière de scénariste à son couple. Et du coup, voilà, leur couple bat un petit peu de l'aile, mais ils ont... Alors, décidément, je crois que l'Écosse est très présente dans cette... C'est marrant, mais je vous dis, l'Écosse est assez présente dans ces sorties du mois. Ils ont prévu de partir un week-end en Écosse parce qu'ils ont gagné, voilà, ils ont gagné un concours visiblement. Donc c'est cool, ils se disent, bon, allez, on va en profiter pour vraiment repartir sur de nouvelles bases dans notre couple. Et en plus, voilà, ils partent pour leur anniversaire de mariage, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, anniversaire de mariage. Et en fait, il se trouve que à chacun de leur anniversaire de mariage, ils s'échangent toujours des lettres, des cadeaux évidemment, mais aussi... Non, ils s'échangent des cadeaux, pardon. Mais là, Amelia a décidé d'écrire une lettre à son mari. Mais sauf que elle veut pas le laisser lire. Et elle veut pas le laisser la lire, pardon. Et sauf que apparemment, elle va peut-être décider alors qu'ils vont partir ce week-end-là, elle va peut-être décider de le laisser lire sa lettre. Et il semblerait en plus que ce week-end, il n'est pas gagné par hasard, puisque apparemment quelqu'un semble épier leurs moindres faits et gestes. Bon voilà, ça a l'air très... J'allais dire, c'est très... un peu cliché, quoi, hein, au niveau thriller domestique, hein, on va pas se mentir. C'est des trucs assez courants. Moi, ça me fait penser, j'avais pas du tout aimé, mais ça me fait penser à Plongée de Roseney, qui était un peu aussi comme ça, un couple aussi, qui partait en vacances faire de la plongée. Et pareil, ils étaient épiés, tout ça. Mais bon, après, je sais que Alice Finney, j'ai vu qu'elle avait des fans de ouf, hein, cette autrice. Hein. Elle est assez populaire. Et du coup, il faudrait vraiment que je découvre... J'avoue que son dernier, il me tente pas mal, là. Celui dont je vous ai parlé la dernière fois, Daisy Darker, il me tente pas mal. Mais ouais, faudrait que je teste cette autrice, quoi, un jour. Je sais pas avec lequel encore, mais... Voilà pour celui-ci. Toujours le 3 janvier. Alors celui-là, je l'ai évidemment déjà lu. Il s'agit du livre des sœurs de Amélie Nothomb. Parce qu'il paraît qu'il ne faut pas prononcer le B. Et donc, oui, dans cette histoire, elle va raconter l'histoire de deux sœurs. Je vous dis de tête parce que j'ai pas le synopsis. En fait, il y en a une, je crois que c'est ça. La première, elle est un peu délaissée de ses parents, voilà. Et alors que la deuxième va être très très choyée. Mais en même temps, il va y avoir une espèce de fusion qui va se créer entre ces deux sœurs. Et donc ça renvoie un petit peu à sa propre histoire, Amélie. Bon, pour une fois, c'est pas autobiographique, mais il y a quand même un peu d'elle, puisque elle aussi, elle est très proche de sa sœur. Mais j'avais beaucoup aimé, moi. Bon, en même temps, j'adore toujours ce que nous propose Amélie Nothomb, mais c'était très bien, c'était très bien. J'avais été très touchée par la grande sœur, hein, qui fait son possible pour être appréciée de ses parents et en même temps s'occuper de sa sœur, etc. La relation qu'elle a avec sa tante aussi, j'ai beaucoup aimé le personnage de la tante. On sortait un peu des clichés, bref, bon voilà, en tout cas, je ne saurais que vous le conseiller, il sort en poche ce 3 janvier au livre de poche, voilà.
Voilà pour celui-ci. Toujours le 3 janvier. Alors, c'est une particularité, pardon, et il y en a deux dans cette sélection. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est un manga français. Oui. Bon, techniquement, ça devrait pas s'appeler manga, mais d'un autre côté, ça reprend vraiment les codes du manga, donc à vous de voir. J'ai quand même appelé ça manga parce que j'estime que voilà, on est vraiment sur les codes techniques en fait et visuels du manga. C'est assez particulier hein, comme code. Les manhwas par exemple sont différents. Les manhwas coréens sont différents des mangas japonais, alors que là on est typiquement dans voilà, les codes du manga. Donc là, dans cette histoire, on va suivre une mangaka. On ne sait pas son nom, c'est dommage. Qui en fait à chaque fois, alors si je comprends bien, je suis pas sûre hein, parce que le synopsis c'est pas très clair, mais si je comprends bien, elle donne vie à ce qu'elle dessine. Ça me fait penser au livre Émilie et le crayon magique. Est-ce que vous connaissez ce livre? J'étais fan de ce livre quand j'étais petite. Émilie et le crayon magique. Je voulais trop avoir ce pouvoir de tout ce que tu dessines prend vie. Bref, ça a l'air voilà. Et en fait là, apparemment, elle va donner vie à un monstre qui va semer le trouble, qui va tuer même. Voilà, donc on sait que c'est du fantastique. Ils disent, voilà, plongé dans une saga incroyable en 4 tomes, donc ça va, c'est cool, c'est court, 4 tomes, qui entremêle la vie de lycéen japonais, le fantastique et le thriller. Voilà, moi je dis, ça se tente. Je suis assez curieuse. De... Ah, vous connaissez pas Émilie le crayon magique? Oh, si vous avez des enfants, il faut leur faire lire Émilie le crayon magique. J'adorais ce livre. C'était un de mes livres préférés avec Charlie et la chocolaterie et Les Malheurs de Sophie. Hein. Quand j'étais toute petite. Voilà. D'ailleurs, c'est étonnant. Tiens, c'est vrai que je crois que je ne l'avais pas mis dans ma sélection. Vous savez, les livres qui ont marqué notre vie, tout ça. J'ai pas mis. Après, c'est pas un livre qui a marqué ma vie de lectrice non plus. Mais quand même, j'étais fan. Bref, voilà pour ce manga de Thibaut. J'ai oublié de dire le titre, l'auteur, bravo moi. Donc c'était Mangaka, et même la maison d'édition, c'était Mangaka de Thibaut Vermeaux, qui sortira donc chez Casterman. Voilà. Tu as un décès comme ça, un petit garçon qui dessine. Ah oui, d'accord, un DC, tu veux dire. Oui, je viens de percuter. DC, les comics. Ok, ouais, je savais pas. Bah, tu m'apprends un truc, Steph, tu vois. Mais j'avoue que c'est un pouvoir, enfin, je veux dire, c'est facile de penser à ce genre de pouvoir, en fait. Et c'est trop bien. Bref, ensuite... Alors, encore un manga, mais cette fois, il est bien japonais. Il s'agit de Yokohama Station Fable. Le tome 1, alors par contre, je sais pas en combien de tomes, ou alors j'ai oublié de regarder. Je sais pas en combien de tomes il va être, celui-ci. Donc on est sur un manga un peu plus grand format quand même, mais pas au point de l'avoir mis dans les grands formats, parce que bon, il fait que 13 €, c'est pas non plus énorme. Donc je l'ai mis là. En fait, j'estime qu'en dessous de 15 €, je mets ici, parce que c'est plus, limite plus une question de budget. Donc là, en fait, on est dans un genre de dystopie, j'ai l'impression, où on nous dit la gare de Yokohama s'est agrandie au point de recouvrir 99% de l'île principale du Japon. Donc c'est-à-dire le Japon, parce que le Japon après c'est un archipel, mais il y a vraiment la grosse île principale qui s'appelle d'ailleurs... Merde, j'ai un trou. Bon, ça me reviendra. Et donc en fait, les seules personnes qui peuvent vivre dans l'intragare, on nous dit, dans la gare, quoi, sont des personnes à qui on a greffé une puce électronique. Mais au final, il y a plus grand monde qui vit encore à l'extérieur. Et on va suivre Hiroto, qui on nous dit est un exilé, mais qui a obtenu de la part d'un mystérieux inconnu un ticket 18 qui lui offre un accès temporaire à l'intérieur. Donc lui, il est à l'extérieur justement de la gare. Et il a un ticket, on lui offre un ticket qui l'amène à l'intérieur, mais
Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que l'avenir de l'humanité est entre ses mains. Voilà, moi je trouve ça très très intriguant, cette histoire de gare, c'est très bizarre, mais bon, pourquoi pas. Ah, Natacha, j'avais pas vu qu'elle était là. Coucou Natacha. Je t'ai pas vu arriver. T'es arrivé quand? Bah. Pourquoi Sophie, elle te répond? Je suis perdue. T'étais déjà là depuis le début, non, Natacha, en fait? Bon, désolée si je t'ai loupé, du coup. Donc voilà, Yokohama Station Fable. Ah, je suis con de ne pas avoir regardé combien de tomes. Bon, c'est pas grave. Allez, je passe à la suite. On passe déjà au 4 janvier. Enfin, je dis déjà, mais il y avait quand même 5 sorties du 3 janvier. Le 4 janvier sortira À prendre ou à laisser de Lionel Shriver, qui est, contrairement à ce que son prénom indique, une femme. C'est une autrice, et c'est l'autrice de Il faut qu'on parle de Kevin. Je ne l'ai pas lu, moi, mais je sais qu'il est très connu, ce roman. 3 tomes en VO, merci Karine. Ouais, donc il est encore en cours, quoi. Ou non, c'est 3 tomes terminés ou c'est 3 tomes en cours pour Yokohama? Ah, je t'ai pas vu arriver, Natacha, pardon. Ben coucou, en tout cas, désolée. Ah, des fois. Aussi, il faut que j'enlève ce Nightbot, là, parce que je trouve qu'il pollue un peu. Et des fois, je loupe des messages entre trucs, ça m'énerve. Donc, À prendre ou à laisser de Lionel Shriver, qui sortira chez Pocket. Alors en fait là on est sur la thématique, alors c'est pas une thématique d'habitude qui m'attire, mais il y a un truc qui m'a attiré quand même. Donc on est sur la thématique de la vieillesse et notamment du fait de se préparer à la mort, donc c'est pas très très joyeux, j'avoue. Et là on va suivre un couple, ils s'appellent Kay et Cyril, et ils ont décidé en fait de mettre fin à leur jour, le jour de leurs 80 ans. Voilà, parce qu'ils ne veulent pas devenir séniles, ils veulent pas... voilà, en plus, le système de santé est défaillant. Voilà, donc ils se disent, bon, on décide à 80 ans, on se supprime. Et donc, ils ont une pilule exprès qui les attend pour ça. Mais au moment où l'échéance approche... Ah, d'accord, il n'y a que 3 tomes, ok, pour Yokohama Station. Merci, Karine. Mais au moment où l'échéance approche, en fait, finalement, le vieux couple, il se voit pas la chose de la même façon. Ils se disent, ouais, quand même, finalement, on est bien. Est-ce qu'on a vraiment envie de mourir là maintenant? Et du coup, en fait, on nous dit que, tandis que la date fatidique approche, 12 fins potentielles s'ouvrent à eux, 12 options possibles à prendre ou à laisser. Voilà, moi, c'est cette partie-là du synopsis qui m'a un peu hypé, qui m'a un peu attrapé comme ça. J'ai dit, tiens, c'est quoi ça? Je sais pas, un genre d'effet papillon, peut-être, un peu, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Un peu comme la bibliothèque de minuit aussi. Ça fait un peu ça, quoi. J'avoue que j'aime bien ce genre de thématique. Donc voilà, après, en vrai, je me jetterai pas dessus, parce que voilà, la thématique de la vieillesse, du suicide, et j'avoue que c'est pas vraiment un truc sur lequel je suis pumped up. J'en profite pour dire que Lionel Shriver, justement, ils vont sortir en même temps. Pocket va rééditer en poche. Édité ou réédité? Je ne sais pas s'il y a déjà eu des parutions poche, en fait. Mais en tout cas, réédité. Il faut qu'on parle de Kevin. Et un autre livre qui s'appelle Big Brother. Mais qui ne me tente pas de ouf, le Big Brother. Big Brother, je crois que ça parle d'une femme qui n'a pas vu son frère depuis longtemps. Et en fait, quand elle le retrouve, il a énormément grossi. Enfin, il est devenu obèse. Et du coup, je suis pas sûre de... Ça me fait un peu penser au film The Whale, avec Brendan Fraser. Là, il a eu l'Oscar d'ailleurs pour ça. Mais c'était bien hein, d'ailleurs comme film. Mais bon, je suis pas sûre que cette thématique... Voilà. Mais il faut qu'on parle de Kevin. J'aimerais bien le lire par contre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on est toujours le 4 janvier, et donc celui-ci, je l'ai déjà lu. Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson.
que je ne peux que vous recommander. Donc on est sur la thématique du féminicide, mais avec une dimension particulière, puisque Philippe Besson s'est intéressé à ce que subissent les enfants dans l'histoire, voilà, puisque c'est l'histoire donc de deux enfants, de deux adolescents même, disons-le, ils ont 19 et 13 ans, donc le grand frère qui a 19 ans et la petite sœur qui a 13 ans, dont le père va assassiner la mère. J'allais dire tout simplement, c'est horrible de dire ça, mais voilà. Coucou Cozy Mystery. Ah, t'as changé. Bah alors, du coup, t'es plus lecteur de thriller maintenant, t'es lecteur de Cozy Mystery. T'as changé de genre, c'est ça? Bah écoute, coucou avec ton nouveau compte. Donc ouais, voilà, du coup, on va s'intéresser voilà, à comment vont réagir les enfants. Et franchement, moi, j'ai été prise aux tripes par ce roman parce que je me suis énormément identifiée à la gamine. Alors, non pas que mon père ait assassiné ma mère, je vous rassure, mais j'ai connu un drame plus ou moins similaire, on va dire. Et j'ai eu les mêmes conséquences, en fait, que la gamine dans le livre, en fait. Donc, c'est pour ça, j'ai eu la même réaction, voilà. Et du coup, je me suis énormément identifiée au point d'en chialer. Il y a des moments, quand je lisais les réactions de la gamine, je chialais parce que j'étais là, mais putain, c'est moi, quoi, vraiment, Et du coup, bah forcément, ce livre, il m'a énormément marqué. Ah, t'as baissé en gamme? Ah, c'est le même compte, ok, oui, oui. Oui, c'est vrai qu'on peut changer son pseudo, en fait. Pas obligé de refaire un compte. C'est vrai, c'est vrai. Bah alors, pourquoi d'un coup t'es passé au Cozy Mystery? C'est ça, c'est le pseudo selon l'envie du moment. La prochaine fois, il va nous revenir avec Dark Romance. Et là, je veux dire... Ouais, il est pas très gros, hein, le Philippe Besson. Il se lit très vite. Mais franchement, ça suffisait. En vrai, ça suffisait. Moi, ça m'a suffi pour me prendre aux tripes. Et voilà, j'ai vraiment adoré cette histoire. C'était excellent. Donc, je ne peux que vous le recommander. Voilà pour celui-ci qui sortira donc chez Pocket. Ensuite, toujours le 4 janvier, sortira Les filles comme nous, de Daphné Palazzi Andréadès. Et donc dans cette histoire, on est dans le Queens, donc un célèbre quartier de New York. Et on va suivre plusieurs jeunes femmes qui sont toutes racisées, en fait, métissées. Et qui on va suivre un petit peu leurs histoires, leur quotidien. Donc voilà, je pense que ça va pas mal. Donc ça parle de leurs racines, mais en même temps de leur volonté de s'intégrer aussi, hein, de passer quelque part. Elles ont envie en même temps qu'on les remarque et en même temps de passer inaperçues, ce qui n'est pas forcément facile pour des personnes racisées malheureusement. Et voilà, il y en a certaines qui vont rester fidèles à leurs racines et d'autres qui vont au contraire vouloir sortir de ça. Voilà, bon, moi c'est le genre de roman que j'aime beaucoup. Ça me fait penser à Fille, femme, autre de Bernardine Evaristo, mais un peu plus moderne et jeune, j'ai l'impression. Donc ça peut carrément être super intéressant. Je me rappelle, je l'avais vu quand il était sorti en grand format, ça m'avait pas mal donné envie. Et voilà. Donc je vous l'ai mis. Petit roman choral, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, roman choral, exactement. Voilà. Donc la découverte de l'âge adulte, l'amitié féminine et la quête poignante de femmes qui tentent de se forger une place dans le monde d'aujourd'hui. Ben moi j'aime bien. Voilà. Il a l'air vraiment pas mal. Donc voilà pour celui-ci, qui sortira aux éditions 10-18. Toujours le 4, ouais, il y a surtout une grosse vague le 4, sortira donc un totem, donc Gallmeister dans leur collection poche totem, là où sont les oiseaux de marraine. c'est là quand tu vois le nom, t'es là, merde, comment je prononce ça moi?
Tog. Je suis sûre que ça se prononce pas du tout comme ça, hein. Ça, c'est clair. Non, là, j'avoue, j'ai aucune idée de comment ça peut se prononcer. Donc, voilà. Mais c'est norvégien. J'avoue, j'ai... autant les prononciations islandaises et suédoises, je commence à comprendre un peu, autant j'ai absolument aucune notion de norvégien. Donc, je sais pas. Mais... ouais, alors là, c'est quoi? C'est un contemporain, un peu noir, un peu nature writing peut-être aussi. Donc, on est en Norvège, où on est au niveau d'un phare. Voilà, on est près d'un phare, donc on le voit d'ailleurs sur la couverture. Je ne vous ferai pas l'affront. Si, remarque. Attendez. Kyungkier. Le phare de Kyungkier, on va dire. Et donc en fait, on est dans une contrée où les gens sont plutôt coupés du monde. Plutôt soumis aux lois de la nature. Voilà, on est vraiment dans un endroit très 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 isolé. Et on va suivre Johan qui rêve de partir en Amérique avec son premier amour qui s'appelle Anna. Mais le problème, c'est qu'il y a sa mère qui est assez vieillissante et il faut subvenir à ses besoins. J'imagine que voilà, il faut pouvoir prendre soin d'elle, etc. Et donc le jeune Johan va se retrouver à devenir le gardien du phare. Et il va pas pouvoir épouser, alors je ne sais pas pour quelle raison, mais il va pas pouvoir épouser la belle Anna. Il va devoir se marier avec la fille du pasteur qui s'appelle Marie. Marie, elle va tomber enceinte, elle va mettre au monde 2 enfants. Et en fait, on va nous dire que, en gros, dans cette communauté, les liens familiaux peuvent vite être brisés. Et là, c'est le drame. Et en fait, donc voilà, évidemment, vous avez compris que ça va se passer sur plusieurs années, hein, le récit. Et on nous dit, à mesure que le temps passe, de sombres désirs se réveillent. Voilà, donc huis clos un peu, enfin vase clos, plutôt vase clos. Avec, vous voyez venir le truc, hein, des habitants, j'imagine, pas forcément très ouverts d'esprit, et ça va partir en live. On va rester poli. Ouais, merci Karine. Ouais, bah ouais, vous avez vu ce que j'ai dû prononcer là? Kyung, oui, j'avais oublié le S en plus, c'est Kyungskier. Pas Kyungkier, Kyungskier. J'avais oublié le S. Voilà. Bref, ça a l'air extrêmement intéressant. Puis en plus, bon, c'est Gallmeister en général. C'est plutôt des valeurs sûres. Je dis plutôt, c'est pas forcément toujours le cas, évidemment. Mais voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, un autre Gallmeister qui sortira le 4 janvier. Un autre totem. Et celui-là, je l'avais vu passer en grand format. Il s'agit de Mercy Street de Jennifer High. Et là, en fait, on va suivre une clinique d'avortement. Donc, on est à Boston. Donc, c'est la clinique de Mercy Street, justement. Et on va suivre particulièrement Claudia qui travaille depuis des années dans cette clinique et chaque jour donc elle doit affronter un peu la peur et la détresse des patientes qui viennent, forcément, hein, c'est pas rien d'avorter, hein. Et en plus de ça, évidemment, tous les jours il y a devant la clinique des militants anti-avortement, pro-life, on met des gros guillemets évidemment, hein. Et du coup, voilà, l'ambiance, elle est assez tendue, voire dangereuse. Et Claudia, en fait, pour sortir un peu de cette pression constante, elle fréquente un homme. Alors, je sais pas s'ils sont juste amis ou si il y a une romance, je ne sais pas. Mais il s'appelle Timmy, c'est un dealer d'herbe. Et en fait... Ouais, et en fait, parmi les clients de Timmy, il y a un jeune homme qui est plutôt introverti et solitaire, et ce jeune homme va commencer à faire partie des pro-vie, voilà, des pro-life, des anti-avortements.
Et il va commencer à développer une fixation sur Claudia. Voilà, ça a l'air extrêmement bien. Je me rappelle que ouais, la couve là en totem, là, elle est super belle. Je me rappelle que c'était Madame rêve encore de livres qui avait surkiffé ce roman. Elle m'avait vachement hypée. Elle m'a dit ah, coup de cœur, c'est sûr. C'était au début de l'année, en plus il était sorti en janvier dernier. Elle a dit ouais, c'est sûr que ça sera un de mes meilleurs romans de l'année et tout. Enfin voilà, elle était vraiment à fond. Et du coup, ouais, je l'ai toujours pas lu. Bah, du coup, ça serait l'occasion de l'acheter en totem. Il est trop beau. Il est tellement beau. Donc voilà. Voilà. J'ai très très envie. Ouais, c'est clair, les couvertures totem à chaque fois sont trop belles. Hein. On va pas se mentir parce que même celui d'avant, là aussi, la couve était super belle aussi. Hein. Pour le coup. C'est pas le même style, mais c'est très beau aussi. Donc voilà. Mais celui-là, ouais, il faudra vraiment que je le lise. Très très envie de le lire. Ensuite, hop, on passe à la suite. Donc, on est encore le 4 janvier, décidément. Sortira donc Mungo de Douglas Stuart chez Pocket. Donc, Douglas Stuart, comme c'est indiqué, c'est l'auteur de Shuggie Bain, que je n'ai pas lu. C'est un auteur écossais. Voilà. Et donc là, en fait, ben, j'avoue que cette histoire me tente plus que celle de Shuggie Bain pour le coup, puisque donc on va suivre deux jeunes gens, donc James qui est catholique et Mungo qui est protestant. Et donc vous voyez venir le truc parce que en Écosse, comme dans le reste de la Grande-Bretagne d'ailleurs, il y a une grosse guerre de religion, hein, vraiment, voilà, ils peuvent pas se blairer, les catholiques et les protestants. Et là, donc, on est dans le Glasgow des années 90. Voilà, donc il y a vraiment une grosse dimension historique, même si vous allez me dire 90, c'est proche, mais 90, c'était il y a plus de 30 ans, mine de rien. Voilà, il y a beaucoup de guerres de gangs et les deux garçons, ils sont complètement à l'opposé l'un de l'autre. Ils sont censés se haïr, hein, ne serait-ce que par leur religion déjà. Eh ben non, parce qu'ils vont tomber amoureux, mais le problème, voilà, on est trop dans West Side Story, je trouve, West Side Story gay, en fait, hein, c'est un peu ça. Puisque voilà, on nous dit que donc Mungo doit travailler dur pour cacher son amour interdit, en particulier à son chef aîné, chef de gang brutal. C'est pas trop un peu West Side Story, sérieux? Prêt à tout pour défendre l'honneur de sa famille. Et le problème, c'est que la mère de Mungo va découvrir la vérité et elle va décider de l'envoyer à une partie de pêche au bord d'un lac, en compagnie de deux hommes au passé trouble, qui ont promis de faire de lui un homme. Ça fait flipper. Ça fait vraiment flipper. Et donc, voilà. Et donc, du coup, Mungo va devoir apprendre à se battre pour survivre dans la solitude des forêts de l'Écosse profonde, le pauvre. Chaud. Voilà. Rose, bah ouais. 14 pays, c'est 14 fois l'Écosse, c'est ça. Non, mais c'est vrai c'est vrai que l'Écosse est un peu présente dans ces sorties, c'est marrant. Ouais, il paraît que Shuggie Bain, c'est un peu la dépression. Mais là aussi, hein, j'avoue, moi, le sujet me tente beaucoup. Mais j'avoue que je le sens mal. Je sens que ça va être... ça va vraiment être très, très déprimant. J'en suis sûre. Je suis sûre qu'on sort de là. C'est bon, on n'a plus foi en l'humanité. Mais bon, il a l'air bien. Il a l'air vachement bien. Franchement. J'avoue qu'il me tente pas mal. Je sais pas, j'attendrai de voir un petit peu les retours. Bah, remarque, il a dû déjà sortir en grand format, donc il doit déjà y avoir des retours, il faudra que je regarde. Mais je me rappelle pas de sa sortie grand format, pour le coup. Bref, voilà pour celui-ci. On passe au 10 janvier cette fois, et sortira au livre de poche Arpenter la nuit de Leila Motley, et celui-là, il avait fait un carton à la rentrée littéraire de septembre, cette fois, de 2022, je me souviens. Je me souviens que c'était un peu le livre de la rentrée littéraire 2022. Tout le monde en disait du bien et je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, ce serait l'occasion aussi.
En fait, dans cette histoire, on suit Chiara, qui a 17 ans. Elle vit dans un immeuble d'East Auckland, donc en Amérique, hein. Elle vit avec son frère aîné, qui s'appelle Marcus. Ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Donc apparemment, si je comprends bien, il y a un des deux parents qui est mort et l'autre qui est en prison. Lui, il rêve de faire carrière dans le rap, et elle est plus, comment dire, pragmatique, hein, elle cherche du travail parce que, bah voilà, il faut bien payer le loyer. Le problème, c'est qu'elle galère, les dettes s'accumulent, l'expulsion approche, et en fait, le problème, c'est que, enfin le problème, le second problème du coup qui va avec, c'est que Chiara, elle va décider, dans le voilà, pour pouvoir payer le loyer et pas se faire expulser, elle va décider de se prostituer. Et elle pensait que ce serait facile à dire, c'est pas facile, mais en tout cas voilà, elle s'attendait pas à ce que le milieu soit aussi violent, malheureusement. Et donc voilà, c'est vraiment un roman sur, ouais, sur la prostitution, sur la pauvreté aussi, hein, sur le désespoir. Enfin bon, c'est pareil, c'est pas très très joyeux, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même un roman qui m'interpelle. Il a vraiment beaucoup marché à l'époque. J'ai vu que des chroniques dithyrambiques sur celui-ci, donc j'ai très envie de le lire. Prix du roman Page America 2022. Voilà. Très envie de le lire celui-ci. Moi aussi, je vais me ruiner en janvier. Mais je peux pas, en vrai. En janvier, je veux faire un no-buy parce que, avec les fêtes de Noël et tout ça, j'ai trop dépensé. Donc, je pense que ça attendra un petit peu quand même. Malheureusement. Alors, celui-là aussi me fait grave envie. Donc, toujours le 10 janvier, sortira La fille du docteur Moreau chez Bragelonne, de Sylvia Moreno Garcia, pardon, chez Bragelonne. Et là, en fait, alors faut avoir la ref, il faut avoir lu L'île du docteur Moreau de H.G. Wells d'abord, puisque donc là, on est, comme son nom l'indique, avec la fille de ce fameux docteur Moreau. Donc c'est Carlotta Moreau, qui est une jeune femme qui a grandi au Mexique. C'est la fille unique donc du chercheur, donc j'imagine que c'est la mère, hein, qui est mexicaine en l'occurrence. C'est la fille unique du docteur Moreau, donc un chercheur. Et on suit aussi, ah oui, il y a Montgomery, du coup, voilà, qui était déjà présent dans le livre original, on va dire. Chef d'équipe mélancolique au passé tragique porté sur la boisson, aide le docteur Moreau dans ses expériences financées par les Lizalde, propriétaires fortunés de splendides haciendas. Donc en fait, elle a eu l'idée, Sylvia Moreno Garcia, de lier l'île du docteur Moreau, le livre, avec le Mexique, avec un peu la mythologie mexicaine en fait. C'est une trop bonne idée, je trouve. C'est une trop bonne idée. Et donc là, voilà, il y a donc les hybrides créés par le docteur Moreau, etc. Et on nous dit, voilà, tous vivent dans un monde stable et routinier, ébranlé par l'arrivée soudaine d'Eduardo Lizalde, ou Lizalde, je sais pas, charmant et insouciant, fils du mécène du docteur Moreau, qui déclenchera sans le vouloir une dangereuse réaction en chaîne. Car Moreau a des secrets, ça on le sait, hein. Carlotta a des interrogations, et dans la chaleur accablante de la jungle, les passions pourraient bien s'embraser. Ça a l'air trop bien. Voilà, voilà. Alors, comme d'hab, ça va aussi parler de colonisation. Bon, je dis comme d'hab parce que Sylvia Moreno Garcia, c'est une autrice assez engagée, en fait. Donc, elle aime bien parler un peu, ouais, de l'impérialisme, etc., du féminisme aussi. Voilà, roman gothique anti-impérialiste, évidemment. Et du coup, moi, j'avais beaucoup aimé Mexican Gothic, hein, de cette autrice. Et donc, il y en a un autre aussi qui va sortir, là. Je vous en ai parlé, je crois, hein, la dernière fois. Je sais plus le titre. Bref, mais celui-là, j'aimerais trop le lire. Vu que j'ai beaucoup aimé L'île du docteur Moreau de H.G. Wells, voilà. Donc voilà pour celui-ci. Toujours le 10 janvier, on reste dans la SF.
avec les jeux de l'extinction alors c'est plus H.G. Wells, là c'est A.J. Riddle. Et donc en fait dans cette histoire il y a eu, alors on est un peu dans du post-apo aussi, il y a eu un cataclysme d'ampleur mondiale qu'on a appelé le changement avec un grand C, et on va suivre 6 personnes qui reviennent à elles dans les sous-sols d'un centre de recherche. Donc a priori elles n'ont aucun lien entre elles, elles ne se sont jamais vues, mais elles vont apprendre qu'elles font partie, je dis elles parce que c'est les personnes, hein, ça veut pas dire que c'est que des femmes, elles font partie d'une expérience scientifique baptisée Extinction, dont l'objectif est de sauver la race humaine. Mais voilà, qui se cache derrière, et est-ce que donc ces 6 cobayes sont bien ceux qu'ils affirment être? Donc on va suivre, en parallèle, on va suivre le docteur Maya Young, qui réussit très bien professionnellement jusqu'au jour où, après une séance de sport particulièrement intense, elle va commencer à tousser et à cracher du sang. Et on va découvrir que ces symptômes sont plus complexes qu'elle ne le pensait. Donc elle a une maladie apparemment qui pourrait être liée à une conspiration d'envergure. Donc on ne sait pas comment tout ça est lié, hein. Et on suit aussi un pompier qui s'appelle Owen, qui est en passe de perdre son emploi. Et une intervention de routine va tout faire basculer. Donc il y a eu un appel qui semble être une fausse alerte, mais qui en fait n'en est pas une. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il y a un flashback dans le synopsis. Donc c'est là que va partir le cataclysme. Ok. Donc on suit, en gros, pour faire simple, on suit Owen et Maya, un docteur, un pompier. Et il va y avoir un truc qui va se passer, un genre de conspiration. Le cataclysme va arriver et ensuite on va suivre ces cobayes qui se réveillent. Voilà. Je ne sais pas s'ils font partie des cobayes apparemment. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Coucou Patty. Non, il fait pas peur, Mexican Gothic. C'est un peu... Il y a un côté un peu la maison hantée de Shirley Jackson. C'est plus une ambiance gothique avec des trucs un peu... des trucs paranormaux qui se passent en fait. Mais c'est plus une ambiance gothique et un peu prétexte aussi à la relation entre les personnages. Donc non, ça fait pas trop flipper, mais c'est vachement bien. Moi, j'avais beaucoup aimé. C'est vachement bien à lire. Après, ça peut faire flipper si on lit jamais de trucs horrifiques, hein, mais il y a quand même des scènes. Il y avait quand même des scènes un petit peu flippantes, mais bon, après, ouais, moi, je suis peut-être un peu... pas trop sensible là-dessus, mais bon, voilà. Mais c'était bien. Donc voilà pour les jeux de l'extinction qui sortira chez Brajolon. Toujours le 10 janvier sortira J'irai te chercher jusqu'au bout du monde de Shobarao, que je n'avais pas vu passer en grand format, celui-là pour le coup. Donc Shobarao, c'est une autrice qui est née en Inde mais qui vit aux États-Unis. Mais là, on va être dans une histoire qui se passe en Inde. On va suivre Purnima, qui, une fois par mois, va prier sa mère décédée à un temple, le temple d'Indravali Konda. C'est l'aîné, donc Purnima, c'est l'aîné d'une grande fratrie, mais elle sait que voilà, son destin n'est pas très enviable puisqu'elle va devoir épouser l'homme que choisira son père. Merci, le patriarcat. Elle va rencontrer une autre jeune femme qui s'appelle Savita. Savita, elle a l'air encore plus pauvre qu'elle, mais pourtant elle déborde de joie, elle est très radieuse. Les deux jeunes femmes donc vont se lier d'une amitié et une amitié qui va peut-être leur donner un petit peu d'espoir en la vie. Voilà, est-ce que il n'y aurait pas une vie possible au-delà des murs de leur village? Mais le problème, c'est que Savita, un jour, va être victime d'un acte d'une cruauté extrême, on ne sait pas ce que c'est, et elle va prendre la fuite. Et Purnima va partir à sa recherche qui va la mener jusqu'aux États-Unis. On nous dit, au sein de la pègre indienne de Seattle. Voilà, donc je pense que ça va pas être joyeux, hein, encore une fois. Mais bon, évidemment, véritable hymne à l'amitié féminine et à la résilience.
Forcément, j'étais obligée de le mettre. Je vous dis, ouais, voilà, c'est sorti là, c'est Écosse ou Destin de femme. Ça va être ça, hein, les sorties, les sorties poche de ce mois. Mais ah ok, ça marche Rose. C'est cool. Donc voilà pour celui-ci qui a l'air très très bien quand même. Je sais pas pourquoi je dis quand même. J'ai oublié de dire... Merde, je vous spoil, je me suis trompée. J'ai oublié de vous dire qu'il sortait chez Charleston, voilà, dans leur édition poche. Et qu'il avait visiblement eu un prix Charleston poche. Pas qui c'est qui décide ça, mais voilà. Ensuite, on passe à un petit manga. Enfin, petit. Pas si petit en fait, hein, parce qu'il fait 368 pages. Ce qui est assez énorme pour un manga. Et d'ailleurs, je suis étonnée qu'il ne vaille que 10 € en faisant 368 pages. Il s'agit de Land de Kazumi Yamashita. Et donc, dans cette histoire, alors on est un peu... J'ai mis un point d'interrogation parce que je ne sais pas trop si on est dans du fantastique, dans de la SF, ou juste dans du contemporain un peu chelou. Puisque... Ou dans de l'historique, je ne sais pas. En fait, on est dans une communauté qui s'appelle Notre Monde. Et on nous dit que donc les habitants de cette communauté craignent plus que tout les dieux protecteurs géants, donc les kami. Ah, merci Jonathan pour ton abonnement. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Donc voilà, ils craignent les dieux, ils sont soumis à des coutumes strictes. Et on nous dit même que l'un des habitants, qui s'appelle Sutekichi, est contraint de sacrifier l'une de ses jumelles. Je parle pas des jumelles comme ça, hein. Je parle de ses sœurs. Pour préserver le village de la sécheresse. Et on va être 8 ans plus tard, après ce sacrifice, on suit Anne, qui mène une vie plutôt insouciante. On n'est pas dans l'autre... On n'est plus dans... Ah non, si, on est dans Notre Monde. Oui, c'est ça. On est toujours donc dans cette communauté. Et en fait, il se trouve que cette jeune fille, Anne, elle a envie de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Évidemment, voilà. Au-delà des montagnes. Et donc, elle va être prête à tout, quitte à braver les interdits. Ça me fait un petit peu penser à Les Enfants du Lac. Vous savez, ce roman gothique là de la rentrée littéraire. Ça fait un peu penser ça, puisqu'on avait aussi, on était aussi dans un endroit très isolé où la fille de la famille voulait partir à l'extérieur et tout ça. Mais donc voilà, là on est dans une communauté visiblement religieuse. Un peu, voilà, il y a un côté secte. Je ne sais pas si ces dieux, ils existent vraiment, parce que la phrase exacte, c'est « Les kami, dieux protecteurs géants, surveillent étroitement leurs habitants ». Donc ça peut sous-entendre qu'ils existent vraiment, ces dieux. Voilà, c'est pour ça que je ne sais pas. En plus, regardez sur la couverture, il y a une espèce de créature derrière la gamine à gauche. Voilà, donc je ne sais pas trop s'il y a un aspect fantastique ou pas. Ça se lit de la fin au début. Alors non, non, ça se lit du début à la fin. C'est juste que ça se lit de droite à gauche, c'est tout. Il y a un début, il y a une fin. Oui, ça se lit de droite à gauche. Mais c'est super facile en fait. Hein. C'est pas plus compliqué. Hein. Tu prends l'habitude après. Et oui, ça je l'avais marqué. Merci Karine. Effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais je l'avais noté. Donc, cette saga fera, enfin cette série, pardon, fera 11 tomes. Donc, c'est pas énorme. Ça va. C'est lisable. C'est lisible. Non, c'est lisible, ça se dit pas pour ça, et c'est lisable, ça se dit pas tout court. Donc, c'est faisable, on va dire. Voilà. Ah oui, et j'ai oublié de dire aussi que ce manga... Ah si, ils disent que c'est fantastique. Pardon. Moi et mon truc de pas lire les dernières phrases à chaque fois. Véritable chef-d'œuvre fantastique et philosophique de l'autrice Kazumi Yamashita. Land est une série en 11 tomes, lauréat du 25e Grand Prix Osamu Tezuka de 2021. Osamu Tezuka, si vous ne le saviez pas, c'est
C'est l'un des pères du manga. En fait, c'est l'auteur de Astro, le petit robot, du Roi Léo, dont on avait accusé Disney d'avoir plagié d'ailleurs, de Princesse Saphir, voilà, donc c'est un très très bon. C'est un très très bon, et du coup ils ont créé un prix à son nom. Voilà, ça a l'air... moi franchement, il y a des chances que je l'achète celui-là. Il m'intrigue beaucoup beaucoup. Voilà. Ça se lit, ouais, merci Jonathan. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on est toujours le 10, il y a une grosse vague le 10 aussi. Sortira La poupée qui fait oui d'Agnès de Clairville, qui a eu un prix aussi, visiblement. Ah non, c'est une sélection 2024, pas encore le prix. Donc là, on est sur encore des thématiques qui m'interpellent, évidemment. On est à la fin des années 80. On est dans une école d'ingénieurs et on va suivre Ariel. Alors, je sais pas pourquoi à 16 ans elle est dans une école d'ingénieurs, mais ok. Ariel, elle a 16 ans, elle fantasme sur les garçons, elle fantasme sur le sexe, évidemment, c'est l'âge. Et elle va croiser le chemin d'Eric qui est... Ah voilà, c'est lui qui est en étude, qui est en école d'ingénieur, je pense. Eric qui est un étudiant assez attirant. Et en fait, donc visiblement, si j'ai bien compris, elle va aller s'installer avec lui, puisque on nous dit que Inès donc va voir partir sa fille. Donc je suppose que Ariel est la fille d'Inès. Et Inès, en fait, elle va revivre sa propre histoire à elle. Donc Inès, elle a grandi dans un monde pétri de traditions et elle a pu s'émanciper de ça en fait en faisant ses études. Elle est partie et elle a vécu seule, mais malheureusement elle est tombée enceinte et retour à la case départ, on nous dit. Et donc on va suivre un peu donc l'histoire d'Inès, mais surtout l'histoire d'Ariel, donc qui elle va s'initier au désir, ok, mais va aussi chercher son père biologique. Et voilà, et en fait Inès, elle a très très peur pour sa fille, qui lui arrive un peu les mêmes problèmes qu'elle. Voilà, donc la poupée qui fait oui, j'imagine que c'est bah oui, le fait de se laisser aller, à accepter de coucher et tout ça, ce qui n'est pas grave en soi, mais le problème c'est qu'à 16 ans, on est très très vulnérable, et surtout en étant avec un mec plus vieux. Voilà, donc extrêmement intéressant comme thématique. Je suis très curieuse de le lire celui-ci, et comme son nouveau d'ailleurs, c'est elle hein, qui a écrit Corps de ferme, là, qui fait très 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 envie celui-ci. Hein. Il fait très envie. Coucou Laurence. Voilà, donc il faudrait vraiment que je tente cette autrice. Ça sortira chez HarperCollins. Toujours le 10. Je crois que c'est le 10 janvier où il y a le plus de livres, j'ai l'impression. Sortira Le rire des déesses d'Ananda Devi. Et donc, Ananda Devi, c'est une autrice mauricienne, mais le livre se passe en Inde. Il y a beaucoup d'Inde aussi. Il y a beaucoup d'Inde. Donc, on est dans une ville pauvre de l'Inde et on va suivre des prostituées, et notamment Vina, je pense. Et sa fille de 10 ans, ça fait peur. Alors, j'espère qu'elle n'est pas prostituée pour le coup. Non, en fait, donc c'est Chinti, la fille de 10 ans. Elle est plutôt délaissée par sa mère, mais heureusement, les autres femmes, les autres prostituées protègent la fillette. Et parmi ces protectrices, il y a Sadhana, qui est une hijra, donc c'est une femme rejetée par la société. Pour être, voilà, les hijras, c'est ça. J'avais déjà vu ça aussi dans un autre livre. Une femme rejetée par la société parce qu'elle est née dans un corps d'homme. Donc globalement, c'est une femme trans, hein, pour faire simple. Mais un jour, il se trouve qu'un jour, un homme de Dieu, on nous dit, mais un homme corrompu, va jeter son dévolu sur Chinti, donc la fillette, et la kidnapper. Le problème pour lui, c'est que les prostituées vont être assez trousses. Et donc, on va suivre, voilà, cette lutte, entre guillemets, cette recherche donc du kidnappeur, cette vengeance, je suppose.
Voilà, on nous dit que Ananda Devi va fouiller les questions de notre temps, le règne des hommes et la sororité, les folies de la foi, puisque donc le kidnappeur c'est un homme de Dieu, la pédophilie, évidemment, la colère et l'amour. Elle brise le silence des dieux pour faire entendre et résonner le cri de révolte des femmes, le rire des déesses. Voilà, encore une fois, destin de femme, tout ça. Celui-là, je l'avais déjà repéré en grand format, donc voilà. Et d'ailleurs, je l'ai même déjà en e-book, j'en avais parlé même. C'était Ronald qui m'avait conseillé un autre de cette autrice, pardon, Le jour du caméléon, je crois. Et j'avais dit, j'ai déjà le rire des déesses. Donc voilà pour celui-ci. Il n'est pas très très long. Hein. D'ailleurs, je me suis trompée. C'est 264 pages, pas 256. À tous les coups, c'est parce que j'ai pas changé le nombre de pages. Ouais, c'est ça. Mais bon, au final, c'est pas beaucoup plus long. C'est pas comme si, ah ben non, en fait, il fait 700 pages. Non, il fait 264 pages, voilà. Ensuite, alors celui-là, en fait, c'est pas un poche. C'était une sortie grand format. Mais comme il n'est pas très cher, je pense qu'il doit être tout petit. Il n'y a pas écrit le nombre de pages, mais je pense qu'il doit être tout petit. J'avais envie de le mettre. Il s'agit de 17 mm de Florence Medina. Et c'est un roman sur l'avortement. Il y a aussi pas mal d'avortements dans ce... donc en fait, on va suivre... donc on est dans un camp d'ados, un camp d'été. Il y a des ados. Et on a 2 ados qui vont faire l'amour pour la première fois. C'est Mona et Liam. Et c'était très bien, sauf que le préservatif a craqué, malheureusement. Et en fait, ils n'ont pas osé demander, évidemment, ils n'ont pas osé dire la vérité pour demander à avoir une pilule du lendemain, quoi. Ils n'ont pas osé demander au mono. Mais voilà, Mona, elle se dit, bon, je viens d'avoir mes règles, voilà, j'ai eu mes règles quelques jours plus tôt, donc normalement, c'est bon. Parce qu'effectivement, l'ovulation, c'est 2 semaines après, quoi. Mais en fait, on sait très bien maintenant qu'on peut tomber enceinte même pendant les règles. Donc, et évidemment, Mona va tomber enceinte. Elle va le découvrir 6 semaines plus tard. Et donc voilà, elle apprend que à 6 semaines, l'embryon mesure 17 mm, d'où le titre. Et donc elle a 16 ans, Mona, et elle sait qu'elle a le droit d'avorter. Elle va décider d'avorter, mais le problème c'est que c'est pas si simple, en particulier quand on a 16 ans. Donc voilà, ça va vraiment être le parcours d'une adolescente qui veut avorter, quoi. Classique, hein, mais je me devais de le mettre quand même. Je me devais de le mettre. Je suis assez curieuse. Donc ça sortira chez Scrineo. Alors Scrineo, c'est du young adulte, hein, je précise. Voilà. Voilà pour celui-ci. Et oui, j'ai oublié de préciser, c'est le 11 janvier. On reste le 11 janvier et sortira... Alors celui-là, il est un peu particulier. Il va falloir que je vous raconte un peu son histoire. Je parle pas de l'histoire seulement du synopsis, mais je parle de l'histoire du livre un peu. Rainbow Rowell, c'est l'autrice, et le titre c'est Carry On. Et en fait, donc, ce livre, donc ça sortira chez PKJ. Ce livre, il est sorti il y a très longtemps, en grand format. Donc, pour la première fois, il sort en poche, depuis, voilà, très très longtemps. Je pense qu'il a dû sortir au début des années 2010. Il a au moins 10 ans. Une dizaine d'années, je dirais ça. Je dirais qu'il a une dizaine d'années. Et en fait, il est très particulier ce livre. Je l'ai mis parce que je me suis dit que ça pouvait vous intéresser éventuellement, surtout si vous aimez Harry Potter. Déjà, on va parler vite fait de l'histoire, mais il faut quand même que je vous raconte le contexte. Mais l'histoire, vite fait, on est dans une école de magie. C'est un peu un genre de Harry Potter-like. On est dans une école de magie. On a le héros, on a le méchant, donc c'est un peu Harry Potter et Drago Malfoy en gros, mais ils vont tomber amoureux. Voilà, en gros c'est un peu ça. Voilà, donc ça commence, donc c'est le héros il s'appelle Simon Snow, et Simon Snow, voilà, c'est la rentrée, alors je sais pas quel âge, il doit avoir 15 ou 16 ans.
C'est la rentrée dans son école de magie. Sa petite amie vient de rompre avec lui. Son professeur préféré l'évite. Et en plus, ah oui, son coloc dans le truc. C'est pas comme dans Harry Potter. Ils sont colocs, mais ils se détestent. Voilà. Ils se détestent. C'est un peu son ennemi juré. Il s'appelle Baz. Et il se trouve que Baz a disparu. Et donc, Simon va décider quand même je crois qu'il va décider de le retrouver. Parce que, bah voilà, ça reste bizarre quand même qu'un élève disparaisse. Voilà, bon bref. Pas un truc super original en soi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Rainbow Rowell, à la base, elle a écrit, donc Eleanor on Park, ça c'est une histoire qui n'a rien à voir, mais elle a écrit aussi un livre qui s'appelle Fangirl, je crois que c'est ça le titre, je crois que c'est Fangirl, qui parle d'une jeune fille qui écrit des fanfictions. Et en fait, particulièrement, elle écrit des fanfictions sur une saga qui s'appelle Simon Snow. Voilà. Et donc, il y a un gros Harry Potter-like. Et dans la saga de Simon Snow, ils sont pas du tout amoureux, ils sont complètement ennemis. Voilà, il n'y a pas d'histoire de romance MM dans la véritable saga de Simon Snow, qui, je ne rappelle, n'existe pas en vrai, qui est que dans cette histoire. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu compliqué, les rouages du truc. Et Rainbow Rowell, l'autrice, a décidé, parce que je pense qu'il y a eu un succès, que Fangirl a rencontré un succès, et que les gens ont apprécié l'histoire, parce qu'en fait, elle raconte un petit peu l'histoire de Simon Snow, mais dans sa fanfiction. Putain, je sais pas si vous arrivez à suivre. Et en fait, je pense que les fans ont tellement aimé que Rainbow Rowell, elle a carrément écrit la fanfiction de son personnage. Et la fanfiction, c'est celle-là. Vous avez compris ou pas? C'est pas clair. Bon, moi j'ai lu les deux, hein. J'ai lu Fangirl et j'ai lu Carry On. Préférence pour Fangirl parce que ben, l'identification, voilà, on s'attache beaucoup à cette jeune fille qui écrit des fanfictions, qui est très fan de Simon Snow, qui est en fait l'équivalent de Harry Potter. En gros, c'est vraiment l'histoire d'une meuf qui écrit des fanfictions sur Harry Potter, mais qui fait des ships, comme on appelle ça, entre Harry et Drago, quoi. Voilà, c'est vraiment ça, c'est exactement ça, en fait. Et oui, du coup, on peut tout à fait lire, c'est pour ça que je l'ai mis, sinon je l'aurais pas mis, on peut tout à fait lire Carry On séparément, en fait, puisque du coup, il n'y a pas du tout l'histoire, là, on est dans une histoire à part entière, en fait. Donc voilà, du coup, pour l'histoire. Et figurez-vous, je ne l'ai pas mis, du coup, puisque c'est un tome 2, mais le tome 2 va sortir en même temps, donc en grand format, chez PKJ. Alors, je ne sais pas s'il sort en grand format ou en poche en vrai, mais en tout cas, il y a le tome 2 qui sort, sachant qu'il n'y avait pas de tome 2. Voilà. Là, il y a un tome 2. Alors, moi, j'avais pas été de ouf non plus avec Carry On, c'était sympathique, mais c'était pas hyper original. Mais bon, je l'ai mis parce que j'aime bien l'idée. Enfin, j'aime bien l'idée. Et du coup, j'avoue, je suis un peu curieuse du tome 2. Mais il faudrait peut-être d'abord que je relise le tome 1 parce que j'ai absolument tout oublié. Et ça fait. Je l'ai lu, ça devait être en 2016, 2015 ou 2016. Voilà. Donc ça date un petit peu. Bon, voilà pour celui-ci en tout cas. En plus, c'est un pavé là. Hein. Je me rappelais pas qu'il était aussi gros. Bon. Ensuite. On change complètement de style. Mais on reste le 11 janvier. Sortira La colère de S.A. Cosby chez Pocket. Et donc, moi, je vous avais dit voilà, que j'avais son premier de l'auteur. Je sais même plus comment il s'appelle, le premier. J'ai oublié. Mais bon, j'ai son premier qui me tentait déjà pas mal. Celui-là, il me tente encore plus, mais je pense que je l'achèterai au Quai du Polar. Maintenant que je sais qu'il sort en poche, je l'achèterai au Quai du Polar. Voilà, donc là, on va suivre deux pères. Ils ont chacun un fils et leurs fils sont en couple. Donc il y a un noir, un père noir et un père blanc. Donc les pères ils sont pas de ouf avec cette histoire de couple, voilà, hein, parce qu'un petit peu réac, parce que quand même l'homosexualité de leur fils, bon, c'est pas, voilà. Mais
Sauf que le problème, c'est que leurs 2 fils vont être sauvagement assassinés. Donc un crime homophobe, évidemment. Et là, les pères, donc, qui s'appellent Ike et Buddy. Leurs fils s'appellent Isaiah et Derek. Ike et Buddy vont décider de se venger. Voilà, d'où le titre La colère. Ça a l'air trop bien. Tu l'as lu, Jonathan, celui-là? Il a l'air trop bien. Les routes oubliées, merci Rose. Le premier, c'est les routes oubliées. Je sais même plus de quoi ça parle non plus. C'est un truc de fou. Mais c'est une histoire aussi de tension raciale. Mais là, ça a l'air encore mieux parce qu'il y a tout l'aspect de l'homophobie dedans et tout. Celui-là, il me hype plus que le premier. Mais il faut que je lise le premier parce que du coup, voilà, comme je compte bien rencontrer l'auteur et j'achèterai La colère. Voilà. C'est vrai? Ah, ok. Mais j'en doute pas. Après tout, il est recommandé par le grand Dennis Lehane lui-même. Donc forcément, voilà. Ouais, non, mais il a l'air trop bien. Mais je l'achèterai au Quai du Polar. Ce serait cool. Voilà pour celui-ci. Toujours le 11 janvier sortira Une reine de Judith Elmaleh. Et sachez que Judith Elmaleh est la sœur de Gad Elmaleh. Voilà. Si vous ne le saviez pas, donc elle est marocaine. Et ça se passe au Maroc, justement. Faut que je bois un coup, là, j'ai plus de voix. Ça se passe au Maroc. Et on va suivre, je vous le donne en 1000, 2 histoires de femmes. Et oui. 2 générations. 2 femmes en quête d'elles-mêmes. Donc on est... Alors, j'ai mis contemporain, mais en fait, non, j'avais pas fait gaffe. On est... Ouais, sur remarque, au siècle dernier, c'est pas non plus... Il y a un côté un petit peu historique, mais je trouve que l'histoire fait plus contemporain quand même. Donc on est à Casablanca, au siècle dernier. Et on va suivre Mimi, qui a 14 ans. Elle est invitée à un banquet où elle est mise à l'honneur. Elle ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais je pense que vous venez de le deviner en disant ça. Elle n'a jamais porté une aussi belle robe. Sa mère et sa sœur s'affairent autour d'elle, etc. Et en fait... ah oui, il y a 2 générations, donc siècle dernier et de nos jours. Ok, c'est pour ça que j'avais mis contemporain. Oui, j'oublie entre-temps, hein. Comme d'habitude, j'ai oublié les synopsis entre-temps. Et donc Mimi, vous l'aurez compris, elle ne le sait pas encore, mais elle va à son propre mariage. Voilà. Et on va suivre également Anna. Donc là, on est de nos jours, on est à Paris cette fois. Donc il y a une histoire au siècle dernier à Casablanca et une histoire de nos jours à Paris. On suit Anna qui va divorcer pour la 2e fois. Et donc elle déménage et voilà, sa vie vient d'éclater en morceaux. Et elle décide de partir à Casablanca. Donc voilà, c'est vraiment en grosse majorité de l'histoire au Maroc. Chez sa grand-mère. Alors, est-ce que la grand-mère, c'est Mimi? Ça serait plus la mère du coup, Mimi, si on calcule. Alors, quoique le siècle dernier, ça peut être n'importe quand en fait. Donc oui, ça pourrait être sa grand-mère. Oui, si c'est ça. Parce qu'on a 2 générations qui séparent les jeunes femmes. Oui, bah forcément, en même temps. Donc c'est ça. C'est Mimi. Et Mimi va lui raconter les secrets de famille. Ça a l'air trop bien. Bon, Eva, tu as le temps, merci. Mais j'enregistre pour YouTube, donc je veux pas trop non plus. Ça a l'air trop bien. Franchement, ça a l'air trop intéressant. Je suis assez curieuse, moi. Voilà, le mariage et tout, ça me fait un peu penser aux Impatientes, mais on a aussi ce côté actuel, la comparaison, j'imagine, entre les 2 générations, etc. Voilà, ça a l'air très intéressant. Et celui-là, je ne l'ai pas vu passer en grand format non plus. Voilà, voilà. Ensuite, donc ça paraîtra chez Pocket. Sortira, donc là on passe au 12 janvier, sortira Petite salle de Louise May chez Point. Et celui-là, je l'ai déjà lu et j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai eu du mal à le classifier celui-ci, hein, mais je pense qu'on est quand même plus dans du roman noir. Il y a un côté un petit peu historique.
Un petit côté polar, mais je trouve que c'est vraiment très secondaire quand même. Donc, on va suivre dans cette histoire Catherine. Catherine qui est au service d'un homme très riche. Donc, elle travaille dans un domaine comme servante. On est en 1969. Catherine, elle est très pauvre. Catherine, elle fait un peu sale. Voilà, d'où le titre. Elle parle pas beaucoup. Elle est assez invisible. Mais un jour, le problème, c'est que un jour, alors qu'elle s'occupait de la petite fille de son patron, de son maître, celle-ci va disparaître. Et donc, forcément, Catherine va être immédiatement suspectée. Et on va suivre deux policiers qui viennent enquêter, mais aussi on va suivre un petit peu la vie de tout le village sur la disparition de cette gamine. Et en fait, ben, on va découvrir pas mal de choses. Voilà. Et franchement, ouais, je sais, Patty, mais j'étais assez étonnée parce que, enfin, je pense que si Sève a pas aimé, c'est parce que elle s'attendait à voir un truc genre deuxième femme, tout ça, alors que pas du tout. Mais en même temps, moi, je l'ai trouvé hyper féministe. Je l'ai trouvé très féministe aussi, juste que c'était plus subtil au niveau du féminisme. Moi, j'ai adoré l'ambiance du roman. Et surtout, on est sur un livre qui parle de féminisme, qui parle de lutte des classes, beaucoup, beaucoup de lutte des classes. Voilà, on est sur un roman très social en fait, hein. On est vraiment sur un roman social. Là où Sève n'a vu qu'un policier, moi je trouve pas que ça soit un policier, parce que oui, il y a une enquête, oui, on suit deux policiers qui enquêtent sur la disparition de la gamine, mais c'est en retrait en fait. Ce qui est intéressant, c'est toute l'histoire autour de Catherine, autour du domaine aussi, tout ce qui se passe dans le domaine, etc. Donc voilà, oui, voilà, après chacun ses goûts. Mais je peux comprendre, hein, parce que voilà, elle avait des attentes qui ne sont pas venues, donc je peux comprendre. Et moi, justement, je pense que le fait de partir de rien, parce que je me disais, bon, Sève va pas aimer, attends-toi à ce que ce soit pas bien. Et le fait de m'attendre à ce que ce soit pas bien, bah en fait, j'étais au contraire, j'ai adoré. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai évidemment que c'est pas à la hauteur d'un deuxième femme, mais c'était quand même extrêmement bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas, ouais, si l'histoire vous tente. Bisous, Rose. Bonne nuit, bonne soirée. Pas de soucis. Ouais, c'est clair, Jonathan. En vrai, des fois, il vaut mieux partir en se disant qu'on va être déçu, et puis finalement, on n'est pas déçu. Hein, comme quoi, des fois. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé pour Sève, à l'inverse, avec Meurtre sur le Christmas Express, qui s'attendait à du cosy un peu pourrax, surtout que personne n'a aimé, et elle a adoré. Et l'assassin parmi nous de Charlie Lapenat, que c'est une autrice qu'elle détestait et finalement elle a aimé celui-ci. Donc voilà, ça veut rien dire, comme quoi quand on s'attend, des fois on se dit ouh je vais pas aimer, puis en fait si. Bref, en tout cas voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Voilà, révélateur de la violence des rapports de domination de classe et de genre. C'est exactement ça. Voilà, tout est dit par Télérama en l'occurrence. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on passe au 18 janvier. Sortira, je pense qu'il en reste quelques-uns quand même. Sortira Celui qui a vu la forêt grandir de Lina Nordquist, qui est une autrice suédoise. Et dans cette histoire, on va encore suivre, again, 2 générations de femmes. Voilà. Donc, on est d'abord en 1897. On est dans les forêts norvégiennes. Je précise que l'autrice n'est pas norvégienne, elle est suédoise. Mais on est en Norvège, mais on va suivre un couple dont la femme, alors attention, thématique aussi récurrente dans ces sorties, la femme est recherchée pour avoir participé à des avortements. Il y a vraiment des trucs qui reviennent, hein, c'est fou. Après, c'est peut-être parce que c'est mes choix à moi aussi, hein, vous allez me dire, hein, évidemment, s'il y a des thématiques féministes, mais quand même, il y a beaucoup de thématiques féministes. Là, l'avortement, il est assez présent.
Donc ils fuient, ils sont en train de fuir ce couple. Ils ont aussi un fils avec eux, enfin c'est le fils de la jeune femme qui s'appelle Uni. Et donc tous les trois vont réussir à franchir la frontière avec la Suède, voilà. Et ils vont aller s'installer dans une petite cabane au milieu d'une forêt sombre du Hälsingland. Faut être sûr de soi quand on prononce les noms scandinaves, hein, quand même. Et donc voilà, on va les suivre dans leur un peu dans leur survie dans cette cabane. Voilà. Et en parallèle, on va être en 1973, donc près de 80 ans plus tard, 75 ans plus tard. Et on va suivre deux veuves qui sont exactement assises au même endroit que le couple, donc dans cette cabane, que le couple 75 ans plus tôt. Elles sont donc dans cette même cabane au milieu de la forêt, et donc c'est Bricken, la plus âgée, qui est en train de préparer les funérailles de son mari. Et donc son mari, c'est le fils de la première femme du couple qui est venu, voilà. Vous l'aurez compris. Et donc elle prépare ses funérailles à l'aide de sa belle-fille. Donc voilà, et donc elle est veuve, et sa belle-fille maintenant est veuve aussi également. Et donc elles vont échanger toutes les deux, et on va découvrir un peu leurs secrets. Voilà, donc ça a l'air très roman d'ambiance, d'échanges aussi entre des femmes, etc. Voilà, un peu nature writing, un peu roman noir d'ambiance, je pense ça va être très huis clos aussi, hein, huis clos avec trois personnages en 1897, deux personnages en 1973. Mais ça peut passer comme ça peut casser, hein. Honnêtement, je peux adorer comme je peux détester, hein. Voilà. Je pense par exemple... Pardon, excusez-moi. Petit rototo. Je pense par exemple à Préférer l'hiver, qui est un huis clos avec la mère et la fille que j'avais détesté. Alors que Esprit d'hiver, il y a le mot hiver aussi dedans. Huis clos aussi, à la mère et la fille, j'avais adoré. Donc voilà, après Esprit d'hiver, il est moins... Préférer l'hiver, il ressemble plus à ça, parce qu'il y a un peu le côté nature writing aussi. Donc voilà, ça passe ou ça casse, hein, vraiment. Mais ça a l'air extrêmement intéressant en tout cas. Donc ça sortira chez 10-18. Toujours le 18 janvier. Alors là, c'est pas une sortie poche, c'est une sortie grand format entre guillemets, mais ce sont les éditions Le Bélial qui sont des tout petits livres, voilà, 160 pages. Donc je vous l'ai mis, il fait que 11,90 €, il est aussi cher qu'un Gallmeister en fait, hein. Qu'un totem je veux dire. Donc il s'agit de Sweet Harmony de Claire North. Vous connaissez peut-être cette autrice. Et donc là, on va suivre. On est à Londres, on va suivre Harmony. Harmony, elle est agente immobilière. Elle est en couple. En plus, voilà, leur couple, il est assez populaire. Elle va dans les soirées mondaines, etc. Mais le problème, c'est que Harmony, elle a un bouton sur le menton. Je rigole pas. Vous allez comprendre. Elle a un petit bouton sur le menton, voilà, pas méchant, mais il est quand même bien là. Et en fait, le problème, c'est que ce bouton va faire que ça va l'empêcher de pouvoir faire ce qu'elle veut, de pouvoir voilà, s'abonner à ce qu'elle veut. On nous dit son fournisseur de santé, tout plein de choses qui nous parlent pas comme ça, parce que en fait, vous l'aurez compris, on est dans un univers dystopique. Voilà, et en fait, le truc, c'est que on est dans un monde où il faut absolument être beau et être parfait, quoi, voilà. Et donc, quand t'es pas parfait, ben, t'as plus le droit à la perfection. En gros, c'est un peu ça, c'est un peu un cercle vicieux. Et du coup, voilà, on nous dit être la meilleure version de soi-même à un prix élevé.
Et pour Harmony Meads, il se pourrait que l'heure de s'en acquitter ait sonné. Voilà. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air vachement bien. Moi, j'aime bien les dystopies, donc voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, voilà, et ça a l'air pas mal. Moi, j'aime bien en plus ces éditions-là, le Bélial. Ils font souvent des bons trucs. Et Claire North, je crois que j'en ai un d'elle. Un truc de jeu. Je me rappelle plus. Mais il me semble que j'en ai un d'elle. Il faudra que je lise un jour. On reste le 18 janvier et sortira donc un autre totem. Alors celui-là, il est pas cher, tiens. Et c'est peut-être parce que c'est une réédition. Alors je sais que d'habitude, je ne mets pas les rééditions, c'est vrai. Et du coup, j'ai failli l'enlever. Mais après, je me suis dit, ouais, mais il a l'air trop bien, donc je le laisse. La maison des jeux, merci Karine, c'était ça, le Clair North que j'ai, ouais. Ça a l'air pas mal aussi. Donc là, Wayward Pines de Blake Crouch, le tome 1, Blake Crouch. Le tome 1, Révélation, donc c'est une trilogie, hein, c'est le premier tome d'une trilogie qui a déjà été édité, qui est déjà sorti en poche d'ailleurs. Hein. Donc Gallmeister réédite. Et j'aime beaucoup ce synopsis. On va suivre un agent fédéral qui s'appelle Ethan, qui va se réveiller, il reprend conscience, il est seul, il est blessé, il est en pleine rue dans une petite bourgade de l'Idaho qui s'appelle donc Wayward Pines. Il est à moitié amnésique, voilà, il se souvient qu'il était à la recherche de 2 autres agents qui avaient disparu dans la région. Il se rend compte qu'il a plus de papier, qu'il a plus de téléphone, il arrive à joindre personne du monde extérieur à cette ville. Voilà, il y a vraiment quelque chose de bizarre dans cette ville, même ses habitants sont chelous. Et il va finir par découvrir le cadavre horriblement mutilé de l'un des agents qui recherchait. Et donc, ça fait peur. Moi, ça me fait tellement penser, parce qu'ils disent Twin Peaks, Stephen King, ok, moi, ça me fait grave penser à L'Antre de la folie de Carpenter, le film. Mythique, ce film. Mythique, mythique. Et il y a un livre que j'avais lu, c'était American Elsewhere, je crois, hein, aussi, qui avait un petit peu cette thématique, il me semble. Voilà. Cette thématique de la ville chelou avec ses habitants chelous, là. Voilà, du coup, et comme j'aimerais bien découvrir cet auteur, je me dis que ça pourrait être l'occasion avec celui-ci. Voilà, mais ça fait grave l'antre de la folie. Vraiment, c'est un truc de fou. Bref, ça a l'air trop bien en tout cas. Voilà pour celui-ci. On passe au 19 janvier et sortira un autre manga français, décidément. Voilà, les Français se mettent à faire du... Enfin non, ils se mettent pas à faire du manga, ils en font depuis longtemps en vrai. Mais peut-être ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Donc ça s'appelle Cicatrice. Et donc c'est le tome 1. Et donc évidemment, on ne sait pas combien de tomes il va y avoir puisque c'est un manga français. Alors, il nous avait prévenu pour Mangaka qu'il y avait 4 tomes. Là, ils nous disent rien. On ne sait pas combien de tomes il va y avoir. Mais Cicatrice, ça raconte l'histoire d'amour entre 2 collégiens. La particularité, c'est que donc on a Kyonosuke qui est un jeune garçon dont une partie du visage a subi une greffe de peau. Et donc, d'où le titre, il a une grosse cicatrice sur la joue en fait. Et la jeune fille, c'est Akira, qui est une jeune fille trans, ce qui va bien aussi avec le titre. Hein. Donc, Kyonosuke, on dit, il fait face aux brimades de ses camarades hein, pour son aspect physique. Et Akira, elle subit les coups de son père qui ne reconnaît pas son identité de genre. Et donc, voilà, il va y avoir une rencontre entre les deux. Et ils vont avoir envie de fuir cet environnement toxique. Bon voilà, moi c'est des thématiques qui me parlent évidemment, le harcèlement, la transidentité, ça m'intéresse toujours. Voilà. je me devais de le mettre, je trouve ça bien, ouais, que jusqu'à présent, en plus, alors, c'est un auteur, hein, oui j'ai oublié de dire l'auteur, c'est Brandon Arias.
C'est un auteur, mais je trouve que le synopsis et les traits du dessin font très féminin et ça change un petit peu des mangas français qu'on a l'habitude de voir, qui sont un peu très shonen, qui font très shonen en fait. Et là, les deux que j'ai mis, je trouve que ça change un petit peu. Voilà, donc on verra bien. Je suis assez curieuse. Et ça sortira chez Dupuis, dans leur collection Vega. Alors, une dystopie, je sais pas, ça m'a interpellée. Bouche cousue de Maëlle Pau, qui sortira au livre de poche. Maëlle Pau, moi j'ai un livre d'elle, c'est 900, je crois, c'est de la SF, c'est aussi une dystopie. Je pense que cette autrice voilà, aime bien les dystopies. Et là, en l'occurrence, donc on est dans un monde où les filles sont arrachées à leur famille le jour de leurs 10 ans pour les préparer à leur futur métier. Donc l'héroïne, on ne sait pas comment elle s'appelle, c'est Je en fait, hein, c'est la première personne. Donc l'héroïne, on a choisi son destin à sa place et dans quelques heures, elle va devenir la confidente de la famille royale. Le problème, c'est qu'on est dans un monde où l'écriture est bannie et où les ragots se propagent telle une épidémie. Et donc elle va entendre tous les secrets des gens, mais voilà, et pour cause, les gens vont facilement lui confier leurs secrets, puisqu'elle est muette. Du moins, c'est ce qu'ils pensent tous. Voilà, j'avoue que cette dernière phrase-là m'a beaucoup plu. Du moins, c'est ce qu'ils pensent tous. Ok, voilà, ça a l'air intéressant. Ça a l'air pas mal intéressant. J'aime bien l'idée. Voilà, Bouche cousue de Maëlle Pau. J'aime beaucoup la couverture qui fait très fantasy. Pour le coup, moi je croyais que c'était de la fantasy au début. Surtout, bon, le monde imaginaire, machin, mais non, c'est classé en dystopie. Voilà. Ça fait quand même un peu fantasy, mais non. Il n'y a pas de fantastique en vrai. Voilà, on est juste dans un monde dystopique, quoi. Ah, il y a un pion. Oui, c'est vrai, le truc d'échecs. Et tu sais, j'ai rigolé d'ailleurs parce que c'est pas sorti, mais il y a dans les catégories du calendrier, il y a ça aussi. Il y a un livre avec une pièce d'échecs sur la couverture. J'ai ça, mais ça n'a pas été tiré au sort encore. Du coup, ça me fait rire quand j'ai vu ça dans votre calendrier, cette fois, de l'avant. C'est rigolo. Voilà. Donc ouais, il y a des pions, d'échecs. Ensuite, j'ai oublié de dire que c'était le 24 janvier, hein. Voilà. Donc toujours le 24 janvier sortira Untouchable Lady de Kim Do-sik Young et Min Sung, qui sont des auteurs coréens, ou des autrices d'ailleurs. Donc là on est dans un manoir. Alors oui, il est un petit peu cher, mais je l'ai mis quand même parce qu'on est quand même en format... on n'est pas en grand format, quoi. Hein. C'est juste que les manois sont un peu plus chers parce qu'ils sont en couleur, en fait. Ils sont en couleur, ils ont des pages plastifiées. Et du coup, voilà, c'est un coût plus élevé. C'est très beau en général, mais c'est cher, c'est le problème. Donc, dans cette histoire, dont je ne sais pas combien il y aura de tomes, puisque c'est issu d'un webtoon. Voilà, donc il n'y a pas de tome en VO à proprement parler, a priori. C'est un webtoon qui a été édité. Et on va suivre Ricardo, qui est noble et qui supplie sa sœur Illis de mourir, sympa, pour sauver leur demi-sœur Gabrielle. On ne sait pas. Alors voilà, pourquoi il faut qu'elle meure pour sauver sa demi-sœur, on n'en sait rien. Toujours est-il que voilà, Illis, elle a jamais été autant aimée que Gabrielle. Visiblement, c'est Gabrielle, la sœur chérie, quoi. Elle, c'est que la demi-sœur. Mais on nous dit que Illis est déjà morte 7 fois. Et qu'elle en a marre de mourir. Et donc, elle va décider de changer de personnalité. Parce qu'elle est douce et timide. Elle va décider de devenir implacable et avide de vengeance. Voilà. Bon, moi, j'ai juste vu le terme vengeance. J'ai vu vengeance, j'ai fait ok, c'est bon, je le mets dans ma sélection. Voilà. Bon, je suis assez intriguée, j'avoue. Je suis assez intriguée. Après, voilà, c'est vrai que j'achète très rarement des manhwas parce que c'est très cher. Donc ça sortira chez K-Books, hein, comme beaucoup de manhwas d'ailleurs. Hein. C'est une maison d'édition assez prolifique en ce moment. Mais voilà.
À voir. On passe au 25 janvier et sortira un petit manga en one shot. Mais vous allez voir que ça a l'air un peu rigolo. Il s'agit de Léo de Moto Hagio. Et d'ailleurs, Moto Hagio, en lisant ce nom, je me rends compte que j'ai déjà parlé de cet auteur. Je ne sais plus, mais j'ai déjà parlé de cet auteur. Bref. Donc là, en fait, on va suivre un chat qui s'appelle Léo. Voilà, c'est un mignon petit chat. Il mange, il joue, il se repose, il aime bien les humains. Voilà, c'est un chat. Sauf que il trouve que les humains qui l'entourent sont pas très très compréhensifs parce que ils le laissent pas aller à l'école, aller au travail. Euh, Donc à chaque fois qu'il fait ça, il se fait gronder. Bon voilà, je pense qu'on est sur une histoire un peu d'anthropomorphisme. Mais ça a l'air rigolo, c'est un petit one shot, ça parle de chat. J'étais obligée de le mettre. J'étais obligée de le mettre. Ça parle de chat. Et surtout, j'ai oublié, c'est les éditions Akata. En vrai, si ça avait pas, en vrai, j'avais failli l'enlever. Quand j'ai vu que c'était Akata, j'ai fait non, je le laisse. Je le laisse. Parce que Akata, en général, valeur sûre. S'ils ont choisi d'éditer ce one-shot qui parle d'un chat, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Je dis ça, je dis rien. C'est Akata. Il y a toujours des lectures plus profondes chez Akata, donc bon, on verra bien. Mais voilà, j'aime bien. Ça a l'air rigolo, ça a l'air mignon. Voilà pour celui-ci. C'est un one-shot. En plus, il vaut que 7 €. C'est pas cher. C'est rare de voir des prix comme ça en dessous de 7 € quand même. Hein. Bon, on est en dessous de 1 centime, mais quand même. Voir 6,99 € psychologiquement, t'es là, ah ouais, c'est pas cher. Après, je sais pas combien de pages, parce que Akata, ils mettent jamais le nombre de pages. Mais bon, j'imagine que ça va être le nombre de pages d'un manga classique. Hein. En général, les mangas, ils font à peu près tous le même nombre de pages, sauf exception, quoi. Ils sont rarement petits, en tout cas. On passe à un autre manga qui s'appelle Migi et Dali. Il y aura 7 tomes. Voilà, ça va, c'est pas énorme non plus. Qui sortira aussi, donc le tome 1 sortira le 25 janvier chez Komiku. L'autrice, c'est Nami Sano. Et en fait, pourquoi je l'ai mis, ce manga? Parce que Kim, il est en train de regarder l'animé. Voilà, je savais même pas que ça allait sortir en manga quand il a commencé à regarder et il est en kiff dessus. Voilà, je vous le dis, Kim, il est en kiff sur l'animé de ce manga, qui pourtant ne paye pas de mine comme ça, mais il est en kiff. Il m'a dit c'est trop génial, c'est trop drôle et tout, machin. Et du coup, quand j'ai vu que le manga allait sortir, j'ai fait ah bah allez, ma foi. En plus, il n'y a que 7 tomes. Donc, dans cette histoire, on suit 2 frères jumeaux, donc Migi et Dali, hein, comme leur nom l'indique. On est dans un village qui est en fait à côté d'une ville qui a été nouvellement construite en fait avec des... ah oui d'ailleurs on nous dit qu'on est en Amérique visiblement. C'est marrant ça. Ah non, on n'est pas en Amérique. C'est que j'ai mal lu la phrase. À l'image des banlieues pavillonnaires américaines. En fait, c'est une ville qui a été construite pour ressembler aux banlieues pavillonnaires américaines. Voilà. Oui, parce qu'on est bien au Japon. Hein. Donc voilà, on a une population qui est très aisée dans cette ville. Et donc un jour, il y a un garçon qui va faire son arrivée dans le village. Il est appelé Hitori. Et en fait, il a été adopté par une des familles assez aisées. Voilà, c'est la famille Sonoyama, qui n'a pas d'enfant. Donc le couple va tomber sous le charme de ce jeune homme qui est très beau, qui est très intelligent, tout ça. Sauf que voilà, cette famille ne le sait pas, mais ce garçon a un secret, et pour cause son secret, entre autres, bon moi je connais un petit peu l'histoire, mais bon je vais m'arrêter là, c'est que, voilà, je pense que la couverture est claire et le titre aussi, il a un frère jumeau, voilà. Mais ça s'arrête pas là. Il y a une histoire d'assassinat et de vengeance dedans, voilà, je vous dis pour teaser un petit peu le truc quand même. Il y a un petit côté thriller aussi. Mais apparemment, c'est plus quand même comédie. Voilà, donc écoutez, voilà, moi ça m'a donné envie parce que Kim m'a dit que c'était génial. Donc voilà, je l'ai noté.
Voilà pour celui-ci. Il en reste plus que 2. Les 2 derniers, c'est le 31 janvier. On saute au 31. Et donc sortira L'île de Yule de Johanna Gustafsson. Donc, on est dans un thriller, dans cette histoire. Donc, alors, ça se passe en Suède. Il faut préciser que Johanna Gustafsson, en fait, elle est française, mais qu'elle est mariée à un Suédois, d'où son nom de famille. Et souvent, ces livres ont lieu en Suède, se passent en Suède. Elle aime bien. Donc là, on est sur une petite île au large de Stockholm, dans un manoir, le manoir des Gusman. Et on va suivre Emma qui va frapper à leur porte, mais de façon un peu désespérée. Emma, c'est une experte en art. Et non, en fait, elle n'est pas si désespérée que ça. Elle a juste le cœur battant, on nous dit. Elle doit procéder à l'inventaire des biens de cette famille, qui est la 4e plus grande fortune de Suède. Voilà. Le truc, c'est que les lieux ont une réputation un peu sulfureuse, puisque 9 ans plus tôt, une adolescente y a été découverte pendue à un arbre du domaine, tuée dans des conditions atroces. Ça fait plaisir. Et son assassin court toujours. Ça fait plaisir aussi. Donc Emma, elle n'est pas spécialement impressionnable, mais là quand même, elle n'est pas, voilà, elle n'est pas de ouf à l'idée d'être ici. Voilà, l'ambiance est assez glaçante. Elle va travailler seule dans d'immenses pièces où elle ne croise jamais personne, puisque les Gusman refusent de la voir et lui imposent des horaires stricts. Et le problème, c'est que un jour, à ce moment-là, le corps d'une autre jeune fille va être retrouvé dans la mer gelée. Voilà, j'en sais pas plus, mais ça a l'air vachement bien. C'est vrai que celui-là, il me donnait pas mal envie. Quand il était sorti en grand format, mais je ne l'ai pas lu encore. Donc voilà, je voulais vous le mettre. C'est parfaitement hivernal, pour le coup. Ah oui, l'autrice, je l'avais rencontrée aussi, ouais. Elle est très très gentille, Johanna Gustafsson. Mais je l'avais rencontrée, moi, à un précédent qui est du polar. Mais d'ailleurs, elle est là tous les ans, en fait, quasiment. Elle va encore être là cette année, donc... Voilà pour celui-ci, et donc le Der des Der, c'est bien comme ça, on finit à 22h30. Le Der des Der, c'est Un miracle de Victoria Mass, qui sortira également le 31 janvier au livre de poche. Et donc, bon, Victoria Mass, c'est l'autrice du Bal des Folles que j'avais adoré. Celui-là, je crois qu'il a moins marché, mais bon, il m'intrigue quand même. Donc là, on va suivre Anne, sœur Anne, qui est religieuse chez les filles de la charité et qui va recevoir une prophétie de la part de l'une de ses condisciples qui lui dit que la Vierge va lui apparaître en Bretagne. Justement, sœur Anne, elle va être envoyée en mission sur une île du Finistère où elle va apprendre qu'un adolescent prétend avoir eu une vision. Il dit seulement « je vois ». Ok. Mais la population considère que la Vierge Marie lui apparaît. Donc évidemment, personne ne peut prouver cet événement, mais quand même, la région est troublée, les relations, on nous dit, les relations entre les êtres sont bouleversées, et chacun est contraint de revoir profondément son rapport au monde. Voilà, et on nous dit qu'un drame inévitable va arriver. Ouais, le Bal des Folles, j'ai adoré, moi. J'avais adoré le Bal des Folles. J'ai pas vu le film, d'ailleurs. Mais voilà, ça m'intrigue. Moi, ça m'intrigue, hein, quand même. Hein. Bon, ça parle de religion et tout. Après, j'espère que c'est plutôt anticlérical, mais bon, c'est fort possible, hein, connaissant l'autrice, je pense. Mais voilà, je sais pas s'il y en a qui l'ont lu parmi vous. Moi, non. Mais je suis assez curieuse. Voilà, c'était le dernier de cette sélection. Du coup, je reviens par ici. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez noté des titres. Moi, je vous avoue qu'il y en a pas mal qui me font envie, mais ça ne sera pas forcément pour tout de suite. Du coup, eh bien, écoutez, on va arrêter là pour cette vidéo. La prochaine vidéo, ce sera ma palle de 2024, voilà, qui sera tournée mardi. On est jeudi, ouais, qui sera tournée mardi. Et voilà, et donc en attendant, du coup, ben, je vous souhaite un joyeux Noël. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Donc merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.
Ciao.